Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Que retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur l'école? Vous allez voir que ça grince un peu des dents chez les profs et les représentants syndicaux. On en parle dans un instant. La politique, cela concerne tout le monde, même les plus petits. En deuxième partie d'émission, Lucie Lemoine sera avec nous en plateau. Elle est l'auteure de la BD « L'élection présidentielle pour les enfants ». Et puis comme chaque semaine, nous donnons la parole aux enfants dans cette émission. Aujourd'hui, nous leur avons demandé leur définition de la paix. Vous allez voir, c'est savoureux. Et tout de suite, on commence par l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Et on commence, Mickaël, avec l'actualité en bref, justement. Alors que jeudi, vous nous parliez sur ce plateau des propositions d'Emmanuel Macron sur l'école. Eh bien, les réactions vont bon train chez les enseignants. Oui, car l'un des piliers du programme Macron, c'est le travail. On l'a compris, pour gagner plus, il faut travailler plus. Et c'est valable aussi pour les enseignants qu'ils souhaitent rémunérer au mérite. Gérard Urvois est professeur d'histoire-géographie au lycée Grandmont à Tours. Il a écouté avec attention le discours d'Emmanuel Macron. Il était interrogé sur RTL. Écoutez. On est dans le général. Donc dans le général, on peut toujours dire bah oui, pourquoi pas. La notion de mission du service public, nous, elle nous porte tous les jours. Hein. Et ça demande des moyens. On s'inquiète parce que justement, il n'y a pas eu de classe dédoublée. L'aide personnalisée, elle a quasiment disparu. Et en tant que prof principal, je ne vous cache pas qu'en terminale, on est missionné entre guillemets, parce que là, c'est vraiment une mission hein, sur Parcoursup. Hein. On doit écouter les élèves, on doit suivre les élèves pour essayer de les accompagner dans l'orientation. Et c'est pas simple. Réaction également à la proposition de Yannick Jadot pour réduire la durée des vacances scolaires. Une mesure qui s'inscrit dans le projet du candidat écologiste de mieux articuler et équilibrer dans la journée les savoirs fondamentaux, car il souhaite également que l'école accorde plus de temps aux savoirs pratiques, à la nature, à la culture, au sport et aux travaux manuels, ce qui semble plaire à Sandra, auditrice d'RMC, qui réagissait ce vendredi dans l'émission Les Grandes Gueules. J'ai un fils qui était en échec scolaire dans la structure classique au collège. Aujourd'hui, il est en seconde, il est en sport-études. Les journées ont été repensées. Dans les structures sport-études, les journées sont repensées puisque lui, il a sport le matin et cours l'après-midi. Donc il a cours tous les après-midi de 13h30 à 18h, voire 20h quand il y a du soutien. Écoutez, c'est simple, depuis qu'il est dans cette structure, mon gamin n'a jamais été aussi épanoui. Et en plus, j'en veux pour preuve parce que comme il fait du sport le matin, du coup, il est beaucoup plus concentré, il est beaucoup mieux concentré pour les cours de l'après-midi. Donc moi, je préférerais, je pense qu'il faut tout repenser, je préférerais que les enfants aient moins de vacances, mais que les journées soient repensées de manière mieux équilibrée. Et après Emmanuel Macron candidat, c'est Emmanuel Macron président qui sera ce dimanche en déplacement à Toulouse. Oui, le président de la République se rendra à l'école Hortora, anciennement école Haute-Zaratora, pour commémorer les 10 ans des attentats de Toulouse et Montauban. Seront présents à ses côtés lors de cette cérémonie d'hommage aux victimes de Mohamed Merah, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Ce lundi, c'est le lancement de la semaine de la presse et des médias dans l'école. C'est la 33e édition de cet événement organisé par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. L'objectif est d'aider les élèves de la maternelle au lycée à comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen. Écoutez Serge Barbet, directeur général du CLEMI, qui expliquait ce vendredi les difficultés et la nécessité d'organiser un tel événement en ce moment. Je dois bien avouer qu'organiser la semaine de la presse et des médias dans l'école relève de l'exploit. Quand voici un peu plus de 3 semaines, la guerre a fait irruption, nous avons évidemment tous été sidérés. Sidérés mais conscients. Conscients d'abord de l'importance de devoir préparer cette 33e édition avec le même engagement, animé de nos convictions républicaines. Car la République, c'est le régime de la liberté humaine contre toutes les formes d'oppression. Conscient du caractère fondamental de faire travailler ensemble autant d'acteurs sur ce thème dont l'écho résonne aujourd'hui si singulièrement et si puissamment à nos oreilles, s'informer pour comprendre le monde. On termine avec Stéphane Guillon qui sera de retour lundi soir sur TF1 dans la série Le Remplaçant. Oui, il y joue aux côtés de Joey Starr qui interprète le rôle d'un professeur de français remplaçant qui, grâce à ses méthodes peu conventionnelles, va parvenir à capter l'attention de ses élèves. En interview sur Sud Radio, Stéphane Guillon s'est confié sur sa collaboration avec Joey Starr qui a failli être compliquée au début. Écoutez.
On avait eu un démarrage compliqué parce que j'avais fait son portrait chez Stéphane Bern il y a 10 ans. Ouais. Et voilà, donc on s'est un peu reniflé comme deux mâles dominants les premiers jours de tournage. Et finalement, alors moi je dois dire que j'ai vraiment découvert ce garçon totalement. Il est extrêmement intéressant, éclectique, cultivé et surtout extrêmement professionnel. C'est quelqu'un qui vient, qui sait son texte, qui est d'humeur égale, qui est d'une gentillesse parfaite avec toute l'équipe, le HMC, ce qu'on appelle le maquillage, coiffure, les petites mains, les assistants, tout le monde. Et je dois dire franchement, moi je n'ai que des bonnes choses à dire sur Joe Star, quoi. Ouais. Le remplaçant avec Stéphane Guillon et Joe Star, c'est donc ce lundi 21h10 sur TF1. Que penser des annonces d'Emmanuel Macron à propos de l'éducation? Comment sont-elles accueillies par les profs? C'est notre question du jour et c'est tout de suite. Et pour en parler, j'accueille Rodrigo Arenas. Bonjour. Bonjour. Représentant FCPE, représentant, mais pas syndiqué, mais invité honoraire de l'émission. Je suis ravie. Nous allons décréter non à la semaine sans Arenas désormais. J'accueille Chiche. J'accueille également Norman Gourrier. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans le Grand JT d'éducation. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des collèges et lycées. Merci à tous les deux. Nous sommes avec Mickaël Dorian, nous avons bien évidemment regardé l'allocution de notre président, de notre candidat président ou président candidat, on l'appellera comme on veut. Et j'ai pris, j'avoue, un malin plaisir ce matin à lire la presse. Je le prends chaque jour, certes. Je ne suis absolument pas pour ou contre Emmanuel Macron, hein, je ne fais pas de politique, mais je me délecte de la presse, souvent, et des unes le lendemain d'une prise de parole comme celle-ci. Et notamment de la une de Libé. Est-ce qu'on peut la voir, cette fameuse une de Libé, avec Macron saison 2, il y pense en nous rasant. C'est waouh. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu hier, Rodrigo Arenas, en écoutant notre président ? Il y a une grande continuité en fait dans ce qui a été mis en œuvre déjà dans le premier quinquennat, c'est-à-dire cette logique de commercialisation de l'école, de d'ubérisation du métier d'enseignant, parce qu'on est loin du métier, on est plutôt dans l'emploi aujourd'hui, notamment dans les réformes. Après, comme on dit toujours, le diable se cache toujours dans les détails, et quand je l'entends dire que les AESH, pour pouvoir gagner plus, vont pouvoir faire 35 heures, je pense qu'il ne sait pas ce que c'est que d'être aussi longtemps avec des enfants, par exemple, qui ont un comportement, un trouble autistique. Ce n'est pas possible de faire ça, c'est pas humainement supportable. Quand j'entends aussi de dire qu'on va remettre des maths en sachant qu'aujourd'hui il manque des professeurs de mathématiques et que c'est pas en claquant des doigts qu'ils vont apparaître, on voit bien que dans la mise en œuvre on est loin de l'intention. Alors on peut parler de l'intention évidemment, et là ça va être plus en termes de politique éducative, mais en tout cas sur les moyens nécessaires, je vois absolument pas comment il va pouvoir réaliser ce qu'il met sur la table. Comme une sorte de double discours, en étant un peu hors sol finalement par rapport à la réalité. Vous savez, c'est un peu ce qu'on a vécu sur le quinquennat, c'est-à-dire de dire ouais on va faire ça, mais en la réalité c'est pas comme ça. Je vais vous donner un exemple. Quand on a parlé de la 4e vague, c'est-à-dire le trouble psychologique chez les enfants liés au Covid que la FCPE a mis sur la table, il y a eu ce chèque psychologique qui a été mis en place. Sauf que on paye tellement mal les psychologues qui devaient faire attention aux enfants, qu'il y en avait par exemple dans un département comme la Seine-Saint-Denis, un seul pour tout le département. Et dans la Creuse, il y en avait 0. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous dites une proposition que derrière on a les moyens de le faire, parce que c'est comme tout, il faut les êtres humains pour le faire. Donc on est dans cette logique un peu très d'incantation qui certes dans l'opinion publique a un impact parce que c'est du bon sens. On va se dire c'est normal, il faut payer davantage c'est surtout des femmes d'ailleurs, c'est fondamentalement des femmes qui s'occupent des enfants qui ont des troubles autistiques, qui ont des problèmes de besoins particuliers, qui sont handicapés, mais en réalité c'est pas comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, ces personnes ne pourront pas faire 35 heures parce que humainement, c'est pas possible. Et de la même façon, encore une fois, il n'y a pas de prof de maths. Donc on va faire comment pour augmenter le nombre d'horaires ? Alors on va en parler de tous ces détails-là. Enfin, c'est pas des détails, mais c'est des propositions. Mais je voudrais quand même vous faire réagir également, Norman Gourrier. Est-ce que vous avez vu cette une de Libé avec Macron saison 2 ? Il y pense en nous rasant. Vous avez l'impression de vous faire raser, vous, en l'écoutant ? En tout cas, je comprends ce qui peut amener Libération à une formulation comme celle-là. Les annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron, sans doute, ne vont pas désillusionner beaucoup de personnel de l'Éducation nationale, puisqu'après 5 ans de gouvernance Blanquer, il reste peu d'illusions parmi les agents de la fonction publique. Mais en tout cas, c'est certain que ces grandes lignes qui sont finalement, comme vous le dites, assez hors sol, ou parfois même en contradiction avec ce qu'on a vu se mettre en place pendant 5 ans, assez agressives, avec une logique de mise en confrontation des familles contre les
les profs, pour changer le système, pour casser le système. Elles sont anxiogènes et elles sont plutôt, oui, dans une logique de venir encore une fois taper sur les profs et non pas apporter les solutions dont on a vraiment besoin pour sauver le navire, hein, c'est clair. Dans tout ce que j'ai lu dans la presse, dans les réactions des individus, des lambda, des gens de l'éducation nationale ou autres, souvent ressort cette idée en fait de double discours, de double envie. C'est-à-dire que l'envie dont vous parliez, Rodrigo Arenas, effectivement, cette envie effectivement de changer les choses, hein, qui est assez naturelle chez les hommes politiques en même temps. Quand je dis homme avec un grand H, hein, hommes et femmes politiques de manière générale, là quand le candidat président ou président candidat veut entièrement changer de méthode pour s'attaquer efficacement aux inégalités, je le cite, il faut rompre avec la verticalité et mobiliser justement cette notion d'échange, d'égalité, de partage. Autrement dit, est-ce que c'est un désaveu de la réforme Blanquer, qui est pourtant la réforme, c'est le gouvernement Macron quand même, hein? En fait, il y a déjà cette liaison avec le terrain. Ça s'appelle la liberté pédagogique. C'est-à-dire que les enseignants, dans le cadre de leur travail, dans leur métier, parce qu'il y a un savoir, il y a un savoir-faire, il y a une expérience. C'est ça, être enseignant. C'est pas avoir des méthodes partout pareilles, avec des attendus partout pareils. Enfin, non, l'école fabrique des citoyens, elle fabrique pas des hamburgers. On n'est pas là dans un stéréotype ou une image unifiée d'un enfant. C'est plus compliqué que ça. Donc, les enseignants sont déjà dans cette logique-là. C'est leur métier. Le problème, c'est qu'ils ont tellement tapé sur la pédagogie, etc., qui est l'arme des enseignants, qu'à la fin, on a l'impression que les enseignants sont interchangeables. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est ce que vous ressentez, Norman Gourrier ? Oui, il y a une logique depuis quelques années à voir les enseignants comme des exécutants ou des fonctionnaires de droit commun qui sont là pour appliquer un programme. Vous vous rappelez du fameux petit cahier rouge de M. Blanquer où il avait produit des circulaires pour expliquer quelle taille de carreaux on devait utiliser dans les classes des écoles. Donc il y a cette logique-là qui est complètement à l'opposé de la philosophie qui est historiquement à l'origine des corps enseignants en France, c'est-à-dire des personnels qui sont cadres, indépendants dans leur pédagogie et donc capables de définir par eux-mêmes en toute autonomie et en toute indépendance les meilleures formules et les meilleures tactiques pour faire progresser leurs élèves. Beaucoup de candidats ont parlé de la revalorisation nationale uniforme, hein, on parle de salaire, ce n'est pas l'idée défendue hier par Emmanuel Macron qui prône justement les remplacements de collègues permettant donc de gagner davantage, tout comme le suivi individualisé d'élèves. Donc on peut gagner davantage en travaillant plus, hein, clairement. Gagner plus pour travailler plus. Il est prêt à revaloriser substantiellement, j'aime beaucoup ces mots-là, substantiellement les rémunérations des professeurs s'ils sont prêts à accepter ces nouvelles missions. Donc en gros, Norman Gourrier, il faut faire plus d'efforts, en clair. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti? Je pose la question encore une fois, je ne veux pas faire l'avocat du diable dans un cas comme dans l'autre, juste je veux comprendre comment a été perçu ce message-là. Oui, c'est assez clair, hein. Il n'y a pas de place pour une ambiguïté ou pour espérer autre chose. Malgré tout ce qui montre qu'il y a eu un déclassement social chez les enseignants depuis les années 80 qui ont perdu un tiers de leur pouvoir d'achat en France, malgré le classement de l'OCDE qui nous place sous la moyenne européenne et sous la moyenne de l'OCDE même pour le salaire moyen enseignant en France, eh bien on voit bien que ce gouvernement n'a pas l'objectif de revaloriser les enseignants. Il va les payer plus s'ils font davantage de missions. Ça, ce n'est pas une augmentation, ça s'appelle la loi. Si vous faites plus de travail, on vous le paye. Aucun travail n'est gratuit, donc c'est un salaire normal. Donc, et les lignes annoncées par Emmanuel Macron vont dans cette direction-là. Donc, clairement, oui, c'est comme ça qu'on peut décrypter. Non, mais d'autant que, est-ce que c'est facile de pouvoir remplacer un enseignant du second degré comme ça au pied levé, du jour au lendemain ? Alors, ça ne répondra pas à tous les problèmes. Mais déjà, pour la question du remplacement, on peut recontextualiser, hein. On a quand même eu 3 études en 10 ans, dont une qui date juste de l'année dernière, qui ont confirmé que les enseignants, malgré les idées reçues, sont parmi les fonctionnaires les moins absents, c'est-à-dire qui font preuve le plus de présentéisme. Mais ils occupent des fonctions qui, lorsqu'ils sont absents, se remarquent immédiatement, puisque quand une classe est sans professeur, effectivement, ça a tout de suite des conséquences et ça se voit. Donc déjà, il faut relativiser le problème de l'absentéisme enseignant. Ensuite, au sein de notre institution, il y a un système de remplacement qui est normalement prévu. Il y a des enseignants qui sont censés être recrutés sur zone de remplacement, titulaires, et qui sont là pour remplacer les collègues quand ils sont absents. Mais c'est le ministère lui-même les postes de remplacement, justement, de ces viviers, qui ne recrutent pas les remplaçants. Et donc, ou plutôt qui les utilisent dès le 1er septembre à la rentrée pour remplacer les congés maternité ou pour boucher les trous de quelques heures de français ici ou de maths là qui ne sont pris par personne. Résultat, au bout d'une semaine de rentrée, lorsqu'il y a une vraie absence à remplacer, il n'y a plus personne de disponible. Donc c'est d'abord, l'absence de professeurs est d'abord organisée par un système qui refuse de mettre les moyens dans des solutions qui existent déjà. Bon, après, effectivement, il y a le cas des remplacements au coup par coup, et ce que propose Emmanuel Macron
effectivement, peut répondre à une absence de courte durée où des enseignants sur une équipe pédagogique peuvent s'organiser pour prendre les classes. Probablement, ça apportera des solutions. Mais ça ne réglera jamais le problème des absences longues. Quand un ça, collègue sur la longue durée, en fait, ça ne marche pas finalement. On remplace. Voilà, on ne va pas demander à des collègues de remplacer pendant 6 mois une personne qui est en arrêt parce qu'il a un cancer ou parce qu'il est en situation psychologique gravissime. Et ça ne répond pas non plus aux absences imprévues, parce que quand vous avez la grippe, vous n'allez pas prévenir une semaine à l'avance que vous allez avoir la grippe. Et le professeur qui a la grippe, le lundi, le mardi, il a la grippe, mais il vient travailler quand même. Et puis c'est peut-être le mercredi où il n'est pas capable de venir et il appelle à 7h du matin pour dire « aujourd'hui, je ne peux pas ». Et ce n'est pas à 7h du matin le mercredi qu'on va décider qui va prendre ses élèves à sa place 1 heure après. Donc il y aura forcément des limites. On ne peut pas laisser dire que cette simple idée va régler le problème. Il y a un système organisé de remplacement qui existe, les statuts existent, toutes les académies sont organisées pour cela. Il suffit de recruter suffisamment d'enseignants pour cela. Et on peut répondre à ce problème-là juste avec les solutions qui existent déjà. Rodrigo Arenas, est-ce qu'il y avait une volonté de changement dans le discours du président, ou est-ce qu'on était plutôt dans de la continuité? On avait l'impression à des moments qu'on surfait d'un côté comme de l'autre. Je dirais qu'il y a une accélération. C'est-à-dire que comme, je ne dis pas dans le bar de café, mais j'ai quand même l'impression qu'il est sûr de gagner la présidentielle. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'il va continuer à précariser la fonction de l'enseignant. Par exemple, aujourd'hui, pour les remplacements, en vrai, on a organisé un corps d'intérimaires. Les enseignants contractuels, c'est de l'intérim, c'est-à-dire qu'on fait appel à eux quand il y a juste un besoin. Mais ces enseignants ne sont pas forcément bien formés, ou alors ils sont complètement dépendants de la liberté managériale, ce qui est préconisé, notamment à Marseille, etc., d'un chef d'établissement qui va faire appel dans la ressource locale pour combler les trous et combler les vides. Ça, c'est la logique en mode McDonald's. Ok, on y va à fond. La question qui se pose, c'est que ça montre aussi la vision qu'il a de l'enseignant. Par exemple, la différence que j'ai avec Emmanuel Macron, elle est centrale. C'est que moi, je pense aujourd'hui qu'un enseignant, quand un élève sort du lycée, avec 18 ans, il a son bac, il peut tout à fait rentrer dans une école de formation des enseignants comme on rentre en école d'ingénieur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut considérer qu'un enseignant, c'est l'élite de la nation. Et qu'il faut les payer plus qu'aujourd'hui parce que précisément, c'est le métier le plus noble dans notre pays. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut les augmenter de 1 euro ou 2 euros, c'est pas la question. C'est est-ce qu'on considère qu'un élève qui sort du lycée pour devenir enseignant et qui va suivre une école qui doit être créée, elle a existé il y a 50 ans, qui doit créer des enseignants, un corps d'enseignants fiers de ce qu'ils font, doivent être payés aussi cher qu'un ingénieur et avoir un revenu pour cela, comme on paye les polytechniciens ou enseignement les élèves de l'ENA. Est-ce que c'est ça l'avenir? Moi, je pense que oui. Je pense que Make Teacher Great Again, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de considérer que les enseignants doivent être payés au même niveau qu'un ingénieur parce que non seulement ils en ont le niveau, mais ils ont la responsabilité de faire tourner le pays parce qu'ils préparent l'avenir. Et c'est ça l'inversion de la grammaire à laquelle se refuse Emmanuel Macron parce que sa mission, c'est d'ubériser et de précariser, c'est-à-dire de théoriser le métier d'enseignant en faisant une sorte d'enseignement partout pareil, comme si les enfants étaient les mêmes et les enseignants devaient faire la même chose partout. C'est pas ça la France, c'est pas ça la réalité. Et surtout, c'est pas ça répondre aux enjeux auxquels on est confronté sur la planète, parce que savoir comment on va répondre à l'écologie, à la discrimination, aux questions du féminisme, puisque vous êtes repris tout à l'heure, égalité homme-femme, etc. Tout ça, ça va pas se passer en allant sur Instagram, etc. C'est avec des enseignants formés, et ça prend du temps. Donc c'est ça l'enjeu. Et ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent. Alors parlons budget justement, puisqu'on en a parlé hier. Si on fait un comparatif justement des budgets attribués à l'éducation, 400 millions en 2022 pour la réforme Blanquer, et là Macron parle de 6 milliards hier, enfin 12 milliards dans l'absolu, mais 6 milliards pour la proposition de la rémunération. Ça fait bondir. Pourquoi ça fait bondir justement? J'aimerais d'abord la réaction de Norman Gourrier à ça, s'il vous plaît. C'est difficile de commenter les annonces chiffrées de cette manière puisqu'on n'a pas les paradigmes complets pour comprendre de quoi on parle. Parce que si c'est 6 milliards sur un quinquennat... C'est justement de la confusion. Pourquoi prendre la parole si c'est pour être confus? C'est justement ça la question. C'est ça. Donc on crée du trouble, on peut laisser espérer le meilleur, c'est-à-dire qu'il s'agit de 6 milliards par an et qu'à partir de là, ça donne la possibilité d'augmenter en moyenne chaque enseignant de 100 € et de financer beaucoup de projets intéressants. Puis on peut voir le pire, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est 1,2 milliard dans lesquels seraient déjà inclus les 400 millions de la prime Blanquer qui était déjà prévue ou la prime d'attractivité. Donc on se rend compte que c'est que 800 millions. Enfin ça, on a l'habitude. Sous le gouvernement Hollande, on nous avait déjà fait le coup et on voit petit à petit se réduire à peau de chagrin l'enveloppe qui est
gonflée ou présentée médiatiquement comme la plus grosse possible et à l'arrivée, finalement, pas tant que ça. Donc là, c'est difficile de commenter. Ce qui est certain, c'est que l'éducation nationale est le plus gros budget de la nation. Ça fait des années que nous sommes dans une logique de qui dit austérité, qui dit contrôle des dépenses publiques, ou en tout cas de maîtrise des dépenses publiques. Et donc le choix a été fait. Ce choix a été fait d'ailleurs sans la concertation avec les Français, parce que personne n'est venu regarder les Français les yeux dans les yeux et leur demander « est-ce que vous voulez qu'on investisse plutôt dans la défense nucléaire ou plutôt dans l'éducation de ce pays ?» On a choisi pour eux que ce ne serait pas dans l'éducation de ce pays. C'est-à-dire que l'augmentation démographique fait que tous les ans, on reçoit plus d'enfants à s'occuper. On a quand même dû recevoir toute la génération du mini baby-boom des années 2000 qui vient maintenant d'arriver à l'université. Et on l'a fait à moyens constants, donc ce qui veut bien dire une baisse de moyens par élève. On a décidé que ces enfants, entre 2000 et 2020, auraient une qualité moindre d'enseignement que ce qu'ont reçu les enfants dans les années 80 avant eux. C'est des choix. Est-ce que cela participe, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que cela participe de l'image que finalement Macron a de l'enseignement, des enseignants dont vous parlez, cette image où il espérait qu'on soit tous aveugles, qu'on soit tous pourvus justement d'orgelets et qu'on ne voit rien? Oui, je pense que c'est plus facile d'avoir les 2-3 formules à la mode, de faire un discours qui a l'air un peu brillant, qui va séduire quelques personnes et donner l'impression qu'on s'occupe des choses, alors qu'en vérité, les problèmes persistent et les budgets régressent, et ça trompe le plus grand monde, ou ceux qui regardent ça de loin, mais les personnes qui sont acteurs à l'intérieur, ceux qui regardent les chiffres, voient bien que le compte n'y est pas, et ça crée un décalage. Et donc finalement, oui, c'est peut-être même pire que quelqu'un qui viendrait franchement en assumant son discours et en expliquant que voilà, c'est un choix de politique publique, on a décidé qu'on mettrait moins d'argent pour éduquer nos enfants. Et clairement, ça participe de la méfiance, de la défiance globale et du fait qu'aujourd'hui, les agents de l'éducation nationale sont vraiment sans illusion sur la suite. Sont épuisés. On va y revenir justement sur les professeurs et les agents en question. Rodrigo Arena, je rappelle que vous êtes représentant de la FCPE. Comment réagissent les parents? Parce que quand on voit les professeurs, les enseignants, tout le corps enseignant qui a l'impression qui vit ça en tout cas, je ne juge pas, mais qui vit ça en tout cas comme une forme d'humiliation, d'avoir des salaires bas, de ne pas être écouté, de ne pas avoir de dialogue du tout, d'avoir des protocoles en permanence qui sont imposés sans concertation. Est-ce que les parents aussi se disent, finalement, ils ne sont pas si importants? Est-ce que le rapport ne change pas finalement entre parents et enseignants, ou alors que d'autant plus s'ils ont envie de faire bouger les lignes? Si, le rapport change énormément parce qu'il y a une très grande solidarité qui s'est construite. Vous savez, moi j'ai été très surpris que Macron fasse du Sarkozy déjà pour commencer, parce qu'on sait déjà ce que ça a donné. C'est-à-dire que la question d'aller sur cette idée qui a été construite des parents qui étaient des emmerdeurs et les profs qui étaient des feignasses, c'est ça la logique qui est derrière. Donc ça résiste pas à l'épreuve de la réalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez eu le dédoublement CP-CE1. Oui. Voilà, ça a été on était pour, il n'y a pas de problème. Sauf que Emmanuel Macron, mais comme Jean-Michel Blanquer, ne parle jamais des objectifs. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a dédoublé? Jean-Michel Blanquer disait c'était pour réduire les inégalités. Bon, on sait notamment dans les REP et les REP+. Voilà, on sait aujourd'hui que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que oui, il y a eu le dédoublement, ça a considérablement amélioré les conditions des apprentissages, mais ça n'a pas réglé les questions des inégalités. Et aujourd'hui, à l'aube de la rentrée scolaire de septembre 2022, vous allez avoir sur Paris 80 fermetures de classes, y compris dans les REP et REP+. J'étais par exemple avec les parents de l'école Alain Fournier à Paris dans le 14e cette semaine. Qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà, nos gamins ils étaient en CP dédoublés, machin, etc. Sauf qu'à la rentrée, en fait, comme il y a une fermeture de classe, ils vont passer en CE2 et on va se retrouver à plus de 30. Donc, c'est-à-dire que les gamins, ils étaient en dédoublé, c'était super, mais quand ils sortent du CE1, on se remet dans des... Mais à quoi... Enfin, vous voyez, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que c'est pas une politique globale. Si, la politique globale, c'est quoi? C'est qu'à la fin, quand les gamins, ils vont être fracassés, quand ils vont avoir des retards scolaires, on va demander aux parents de faire quoi? De faire appel à des applications numériques payantes, à des cours particuliers à la maison, et pour ça, il faut les moyens. Et vous, là-dessus, il n'y a pas de différence entre les riches et les pauvres. Parce que même les parents qui sont en difficulté, ils mettent la main au portefeuille parce que pour eux, ce qui est important, c'est leurs enfants. Et selon vous, pourquoi est-ce que les inégalités sont toujours là malgré ce système de dédoublement de classe qui a fait ses preuves tout de même dans certains établissements en REP? Parce que c'est plus compliqué que ça, la question des retards scolaires. La question des retards scolaires, c'est pas simplement lié aux conditions à l'école. Par exemple, si vous prenez un gamin qui doit apprendre à lire, donc c'est d'abord la proximité avec le livre. Et quand il n'y a pas de livre à la maison, comment on fait? Donc si l'école est le seul lieu dans lequel il y a une sorte d'accès à une offre
pleine et entière de l'école avec plus de moyens, mais quand l'école s'arrête, tout s'arrête, c'est compliqué. Quand vous êtes dans un quartier politique de la ville et que vous êtes dans un appart avec 4 frères et sœurs, etc., et que vous devez faire les devoirs parce qu'on vous donne des devoirs aux enfants, même si c'est interdit, comment on fait? Donc vous voyez, tout ça fait qu'on ne tient pas compte des circonstances. Quand vous êtes dans les familles monoparentales, surtout des femmes qui font les ménages, qui partent à 5h du matin pour nettoyer les bureaux à la Défense et qui habitent en Seine-Saint-Denis, comment vous faites? Vous ne faites pas. Donc, à un moment donné, toutes ces circonstances, toute cette complexité de l'éducation d'un enfant, l'école, elle ne peut pas tout. Donc, vous ne rattrapez pas les inégalités entre les enfants dits des CSP+, et des CSP+. Par contre, c'est vrai que dans la classe, l'entourage de l'enfant avec l'enseignant est meilleur. Mais c'est pas ça qui va régler les inégalités scolaires. Parce qu'en fait, le système scolaire français, il est fondé et il est créé, les statistiques le disent, pour être, entre guillemets, construit sur le modèle d'un enfant qui va bien. Et l'enfant qui va bien, je vais vous le dire tranquillement, c'est pas celui de la Cité des 4000 à la Courneuve. Ça, c'est clair. Je reviens sur donc, l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir, toutes les propositions qui ont été faites, enfin le programme en tout cas proposé par Emmanuel Macron, et surtout cette distance que ressentent donc, tous les gens de l'enseignement, ainsi que d'ailleurs les parents et tous les citoyens français. Par moment, quand on voit une dichotomie entre les propositions faites par les différents politiques et ce qui se passe sur le terrain. Hier soir, donc, dans un contexte, je le rappelle, 2 ans de Covid, des protocoles sanitaires qui s'enchaînent, peu de dialogue, a priori, avec les chefs d'établissement et le gouvernement, en tout cas peu de concertation, et vous l'avez redit, Norman Gourrier. Emmanuel Macron parle de donner davantage de liberté aux équipes pédagogiques en leur permettant de choisir leurs profs. Donc finalement, pour parler clairement, en tout cas c'est comme ça que je l'ai analysé, je ne suis pas la seule, en les mettant en concurrence, comment pouvait-il imaginer que cette phrase passe, plaise même? Ouais, je pense qu'il a fait le deuil de plaire avec cette idée et qu'au moins il annonce carte sur table le projet de libéralisation de l'école publique. Et donc je pense qu'il peut séduire un électorat qui n'est pas l'électorat professeur, auquel sans doute il a renoncé, et peut-être récupérer quelques voix qui seraient plutôt allées du côté des Républicains avec cette mesure qui est déjà, en fait, oui, depuis Sarkozy et même avant, on savait que c'était le chemin vers lequel une vision très droitière de l'école publique qui veut la restreindre à la mission minimale, au budget minimal, et donc avec un maximum de libéralisation, un maximum d'externalisation des missions est en œuvre. Donc c'est plutôt un message politique qui n'est pas envoyé aux enseignants, mais plutôt aux personnes qui pensent que l'école privée, finalement, plus elle pourra prendre en charge d'enfants en France, plus ça permettra d'alléger le budget général, et plus on pourra externaliser des missions, plus on ne gardera dans l'école publique que la mission congrue, la moins coûteuse, et que ça fera donc moins d'impôts, et que moins d'impôts, c'est la finalité de tout dans cette vision globale qu'ils ont de la société. Oui. Mais on est quand même en phase électorale, c'est dans quelques semaines. J'ai du mal à comprendre le système d'avoir à la fois un discours qui se veut motivant, plein de changements. Si je reprends les choses dans l'ordre, on termine, donc je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est-à-dire que mettre plus de moyens, on en a besoin, faire confiance et mieux reconnaître les enseignants, donner plus de liberté. Enfin, toutes ces valeurs-là, a priori, sont très belles sur le papier, mais dans la pratique, on a l'impression que ça ne marche pas. Le dialogue, on le sait, je le redis, est très peu présent entre effectivement les politiques et les personnels enseignants. Et là, on voit sur le terrain, on l'a vu, des directeurs d'école qui se suicident, des enseignants qui n'en peuvent plus, qui sont à bout, des parents aussi et des élèves aussi. Le contexte, quel est-il là aujourd'hui? Et c'est ma dernière question, j'en suis navrée, mais Rodrigo Arenas, quel est-il même au sein à la fois des profs, mais aussi des familles, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est un peu désemparés face à cette annonce, non? C'est chacun pour soi, voilà. C'est idiot pour tous quand on va dans le privé. Parce que les écoles privées confessionnelles qu'on finance avec vos impôts, avec mes impôts, c'est des écoles dans lesquelles on apprend que Dieu est formidable aux enfants. C'est ça la réalité quand vous allez dans le Maine-et-Loire et en Vendée. Donc moi, je suis pas contre la liberté d'aller dans des écoles privées, mais aujourd'hui on apprend d'autres choses aussi quand même. Mais évidemment. D'ailleurs, c'est des excellentes écoles en termes d'érudition, etc. La question, c'est qu'aujourd'hui, l'école publique est universelle. On ne peut pas lui faire porter le poids de toutes les difficultés. Donc aujourd'hui, puisqu'on y met les difficultés, les enfants porteurs d'handicap, etc., question politique de la ville que vous avez dit, etc., il faut mettre plus de moyens. Mais à un moment donné, c'est pas magique. La question qui se pose, c'est que ça marche pas, quoi. Parce que c'est vrai qu'on met beaucoup d'argent dans l'école française. On met beaucoup d'argent dans l'école française. Mais pas là où il faut. Sauf que
ça marche pas parce qu'on voit dans les classements internationaux qu'on n'y est pas. Donc, mettre autant d'argent pour que ça mange pas, moi je pense qu'il faut être modeste. Et Emmanuel Macron aurait été bien inspiré, plutôt que de parler à son électorat, de s'intéresser aux enfants, de s'intéresser aux enseignants, de s'intéresser aux parents et de faire en sorte que la promesse républicaine soit tenue, c'est-à-dire que, indépendamment de la famille dans laquelle on est né et le territoire dans lequel on habite, on puisse accéder à l'élite de la nation. Donc, il y a une élite qui est produite en France, mais tout le monde n'y est pas. Et ceux qui ne sont pas, c'est pas à ceux-là qui s'adressent. Ce sera le mot de la fin. Merci Rodrigo Arenas, représentant de la FCPE. Merci Norman Gourrier d'avoir été avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des collèges et lycées. Grande question. On va évidemment se retrouver dans les prochaines semaines pour débattre de tout ça, en espérant que Emmanuel Macron et toute l'équipe effectivement vous ait entendu, et ainsi que tous les candidats à la présidentielle, voilà, pour les différents programmes sur l'éducation générale. Restez avec nous car dans un instant, on sera avec Lucie Lemoine. Elle est l'auteure de la BD L'élection présidentielle pour faire comprendre la politique aux tout petits. À tout de suite. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour sur le plateau du Grand JT, ça ne vous a pas échappé que c'était les élections présidentielles bientôt. Eh bien regardez, hop, ça tombe bien. L'élection présidentielle, une BD qui explique et vulgarise la politique aux enfants. Et c'est Lucie Lemoine, justement, que l'on reçoit et qui l'a écrite et illustrée. Écrite seulement, je suis scénariste. D'accord, et l'illustration a été faite par Tom Oreille. Voilà, Tom Oreille. Alors racontez-nous justement l'histoire de cette BD, comment vous avez eu l'idée et comment vous l'avez pensée. Alors en fait, moi, je travaille beaucoup avec les éditions Milan, qui sont donc les éditeurs de cette BD. Je scénarise tous les tomes de la collection Les Doc BD. D'accord. Et à l'approche des élections présidentielles, on s'est dit avec mon éditrice que c'était une bonne idée d'avoir des sujets. Et donc moi, le thème qu'on m'a donné, c'est l'élection présidentielle. Et je me suis dit, ok, mon enjeu c'était de mettre en scène des enfants et pas les rendre simplement spectateurs d'un truc d'adulte, mais bien de montrer qu'on pouvait faire partie de la vie politique en étant enfant. Donc je mets en scène Jules et May qui vont avoir leur jardin en gros qui va être détruit et qui décident de profiter de la campagne présidentielle pour se faire entendre. Et en fait, en faisant ça, ils vont croiser un peu tous les différents échelons du pouvoir politique en France. Et donc c'est l'élection présidentielle, mais de manière beaucoup plus large, un peu la vie démocratique, comment on s'exprime, c'est quoi les différentes modalités d'expression. D'accord, donc il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ça, on va penser aux lois, on va penser... Enfin, vous expliquez en fait comment fonctionne un pays aussi. C'est ça. L'idée de ces BD, c'est à chaque fois de raconter une aventure, que ce soit un peu palpitant, et en même temps d'amener, au fur et à mesure de la lecture, plein d'éléments d'information. Donc j'y vais progressivement, où je commence à partir sur l'échelon local, qu'est-ce qui se passe. Ils rencontrent une jeune fille qui est conseillère municipale, qui leur dit « Ah, mais attendez !» Ouais, May rencontre une jeune fille qui s'appelle Assa, qui est conseillère municipale. Et l'idée, c'est à chaque fois de montrer comment c'est possible, comment ça peut être très proche la politique.
en gravissant marche après marche. Mon objectif, c'était vraiment justement de sortir de cette idée que c'était un ailleurs, la politique, avec des personnes, des adultes. Alors comment on fait justement pour concerner les enfants, pour avoir l'impression qu'ils sont acteurs aussi de leur futur, mais futur proche de demain? Un de mes enjeux, c'était de montrer que la politique, ça concernait des aspects très triviaux quelque part. Là, c'est sûr, un jardin qui va être détruit, mais j'explique aussi que c'est l'âge de départ à la retraite de leurs grands-parents, les menus à la cantine, les programmes scolaires. Donc rentrer par des thèmes qui concernent les enfants. Même si je pense que les enfants sont aussi très bien à même de comprendre que des enjeux très globaux sont importants, quoi. Je pense qu'on le voit avec les événements actuels. Les enfants sont intéressés par la politique. Voilà, c'est ça ma question. Alors, les enfants sont intéressés, vous pensez que justement c'est grâce aussi à la culture que c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est les familles qui déjà parlent beaucoup de politique avec leurs enfants et donc du coup fatalement ils sont intéressés par la BD, ou est-ce que c'est vous qui justement amenez le lecteur, l'enfant, à réfléchir, à penser autrement et à penser sur des sujets qui sont peut-être pas habituels? Je pense que c'est un petit peu les deux. Et je pense que pas mal d'enfants ont une vision de la société, une vision du monde et ont des valeurs déjà, mais ne se rendent pas forcément compte que c'est de la politique. Et c'était un peu mon objectif. Donc dire ça c'est politique et en fait donner des clés de compréhension. Ça veut dire quoi c'est politique? Ça veut dire qu'on peut agir dessus. Ça veut dire que c'est des personnes dont c'est le métier de faire ces choix-là. Les événements tragiques aussi de ces dernières années, que ce soit les attentats, le Covid ou la guerre, participent aussi à finalement donner cette ouverture d'esprit sur le monde politique aux enfants parce qu'ils sont spectateurs de... Oui, complètement. Et je pense que fournir des clés de compréhension, c'est important pour que les enfants se retrouvent pas un peu enfermés dans leur anxiété aussi et voient qu'on peut avoir prise sur les événements actuels. C'est un peu un de mes enjeux, c'est de montrer vraiment des enfants qui passent à l'action, quoi. C'est le titre, mais qui sont pas... qui ne restent pas assis sur leur chaise un peu en tétanie, même si ça peut être une réaction, et qui se disent « bon alors on fait quoi ?» et qui passent à l'action par le collectif. C'était aussi un de mes enjeux, c'était de montrer que la politique c'est une aventure qui peut impliquer plein de personnes. Donc il y a toute une galerie de personnages dans ma BD, et de montrer qu'on est plus fort à plusieurs et que c'est ça aussi la politique. C'est une fiction basée sur un contexte réel en fait. C'est ça, exactement. Alors je le montre parce que c'est assez étonnant. On s'attend à une BD assez classique avec des petits carrés, des rectangles, des bulles, etc. Or c'est un peu différent d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des pages qui sont assez explicatives, effectivement, où on voit une assemblée, on voit un Sénat, on comprend mieux comment ça fonctionne finalement, c'est ça en illustration. Et puis on voit effectivement les fameux dialogues qu'on retrouve. C'était un désir déjà dès le départ. Vous avez eu cette idée-là de pouvoir mixer les deux? Ça, c'est ça. C'est la collection Les Doc BD qu'on a construit avec mon éditrice, avec les éditions Milan. C'est l'enjeu. C'est de reprendre les codes de la bande dessinée, qu'il faut rentrer dans l'histoire et intégrer à l'histoire de manière le plus fluide possible, amener des éléments d'information sous la forme d'infographie. Et là, c'est Tom Oreille, le dessinateur, qui a mis en scène tout ce que j'avais écrit sur l'organisation du pouvoir politique. Et je trouve ça vraiment super le travail qu'il a fait, parce que c'est pas forcément évident de représenter le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et non, très compliqué, il faudrait même leur filer à des copains de notre âge qui savent pas encore ce que ça veut dire vraiment. Non, mais comme quoi c'est utile. Est-ce que c'est important aussi, enfin, est-ce que c'est, et forcément vous allez me dire oui, puisque vous adorez la BD, mais est-ce que c'est peut-être plus facile aussi de parler de ce genre de sujet, justement en BD, plutôt qu'en roman classique, même pour des romans qui sont faits pour les enfants de 7-10 ans? Moi, j'aime bien le format BD, effectivement, et ça permet de varier les approches et de sortir du 100% texte, de laisser de la place au travail de Tom Oreille, en fait. C'est vraiment un travail collaboratif. Moi, j'écris, mais Tom Oreille, c'est sa spécialité de dessiner et de représenter l'action, et c'est ce qui permet de rentrer, je pense, plus facilement dans les thèmes. Et alors, est-ce qu'on vous a dit non, s'il te plaît, là, tu vas pas vers ça, là, tu vas pas vers ces choses-là, il faut que tu fasses attention. Quand on parle, parce que là, je tombe sur la page 32, pas touche à mon jardin, donc une manif, en fait. C'est quand même très français, on a une toutes les semaines. Il fallait la représenter, la fameuse manif, sinon c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait pas faire une BD sur la France et les élections. Faire de manif, c'est ça, sans faire de grève ou de manif. C'était ma vision. Après, c'est des choses que je propose à mon éditrice et elle était partante. Mon idée, c'était de montrer que, en fait, même si on se basait sur l'élection présidentielle, c'était pas que ça la vie démocratique et qu'il y avait plein de modalités d'action, dont la manifestation, mais je parle aussi de pétition, je parle aussi de la place des médias. J'essaye de montrer qu'en fait, les petites poches d'action, les pouvoirs d'agir, elles se retrouvent un peu partout et pas seulement dans l'élection.
Même si, bien sûr, on suit toute l'élection pendant la BD. Bien sûr, pour pouvoir penser et réfléchir autrement. Vous avez sorti aussi une BD en mai 2021 sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'on implique de plus en plus, finalement, les jeunes générations dans les grands mots, M-A-U-X, du 21e siècle, 21e toujours, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Non, on a le temps avant le 22e siècle, on a le temps. Oui, je pense qu'on les implique et je pense que eux-mêmes sont demandeurs, les enfants sont demandeurs d'être impliqués en fait, parce qu'à travers des questions, à travers les mouvements sociaux qu'ils lancent, je pense qu'il y a... C'est un peu leur fournir des clés de compréhension sur des thèmes auxquels ils sont confrontés en fait un peu au quotidien. Mais c'est quoi les thèmes du quotidien pour un enfant? Vous êtes penché sur la question ou pas? En dehors de je veux bien manger, je veux jouer avec mes copains, etc. Mais sur les questions sociétales, j'entends. Je pense que ça dépend de plein de facteurs. Ça va dépendre aussi de la classe sociale, du quartier d'habitation, de comment ça se passe à l'école. Donc je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est assez large. Je pense que ça peut correspondre, je sais pas, à un niveau d'enfant. Ça peut correspondre à une situation de harcèlement ou ça peut correspondre à une situation de c'est quoi la famille. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être pensé à un niveau très individuel. J'aurais du mal à avoir une réponse collective où les enfants pensent ça. Vous allez peut-être pouvoir réfléchir aussi à ça, à ces grands mots MAUX aussi de l'école que l'on rencontre, parce que finalement, vous parlez de harcèlement, on pourrait imaginer de pouvoir faire des bouquins justement sur tout ce que vivent nos enfants au quotidien dans les petits et les grands drames qu'amène aussi l'école, quoi, des grandes choses, mais aussi cela. Ah bah complètement. Ça, c'est le genre de discussion que mon éditrice a avec ses collègues et ensuite avec moi, et on échange sur les thèmes qu'on pense être importants. Alors, dites-moi, comment a été prise cette BD? Il y a beaucoup d'enfants qui l'ont déjà lue. Vous avez des retours? Alors oui, elle est sortie mercredi, il y a une semaine. Donc j'ai mes premiers retours. Ça fonctionne bien. Je suis assez contente. Là, c'est les enfants passés à l'action. Souvent, quand il y a un sous-titre, ça veut dire qu'il va y en avoir un deuxième qui va arriver. On va avoir le premier tour, deuxième tour. On va voir. C'est quoi la suite? Alors, la suite, non. La BD fonctionne pour les deux tours, bien sûr. On verra la suite. En fait, c'était un de mes choix. J'ai pas montré le résultat de l'élection, tout comme j'ai pas dit qui était le candidat de gauche, de droite ou du centre. C'était pas mon point. C'était de montrer une organisation un peu générale. Et à la fin de la BD, c'est le compte à rebours final du deuxième tour. Et donc, après BD, c'est voilà ce qu'ils ont proposé et voilà ce qu'ils ont fait. 3 petits points. Retour sur les promesses. C'est pour les enfants de quel âge? À partir de 7-8 ans. Quand on sait lire, quoi. Ouais, c'est ça. En gros. Ouais, exactement. C'est bon, je peux la lire alors. Exactement. Mais j'ai eu des bons retours de parents aussi. De parents. Sur ça remet un peu les idées en place. Je rappelle donc l'élection présidentielle aux éditions Milan, auteur Lucie Lemoine, l'illustrateur, on appelle ça comme ça, hein, ouais, je ne me trompe pas, Tom Oreille. Et donc on parle des sujets justement qui sont importants, qui sont forts, des grandes valeurs, des sujets de société qui sont des sujets traités pour les enfants aussi. Comme chaque semaine dans le Grand JT, on donne la parole à ces enfants. Et cette semaine, c'est Maë, 14 ans, Malik, 13 ans et Adam, 11 ans, qui nous ont répondu. On leur a demandé ce que représentait la paix pour eux. Regardez. Alors pour moi, la paix, c'est pas ni s'entendre bien, ni s'entendre mal, c'est juste de se respecter et de pas continuer sur notre conflit, parce que si on fait la paix, ça veut dire qu'on a eu un conflit avant ou qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'on ne s'entendait pas. Et c'est juste, dans quelques heures, se pardonner et voilà. Alors pour moi, la paix, c'est que tout le monde s'apprécie, que tout le monde s'aime bien, qu'il n'y ait personne qui veut le mal de quelqu'un d'autre. Et que je pense que c'est impossible qu'il y ait la paix dans tout le monde entier, parce qu'en fait on est tellement sur la terre qu'il y aura tout le temps quelqu'un qui voudra faire la guerre avec quelqu'un d'autre, et c'est impossible, quoi. Donc pour moi la paix, c'est le contraire de la guerre, c'est quand il n'y a pas de conflit, quand il n'y a pas de bagarre, voilà quoi, quand il n'y a pas de personnes qui n'aiment pas, ou comme on dit, il vaut mieux se faire l'amour que la guerre. Donc pour moi, l'amour, ça représente la paix, en fait, puisque quand vous êtes vous êtes en harmonie pour moi, la paix. Et pour moi aussi, la paix, c'est le blanc. Donc voilà. Quand on entend Adam, qui a 11 ans, parler de la paix et qui dit finalement, on est tellement nombreux sur cette planète, c'est impensable de l'imaginer vraiment réel, vraiment possible, cette paix. C'est très philosophique quand même. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous puissiez traiter ce type de sujet-là aussi en BD ? Oh oui, c'est hyper intéressant, mais ça m'a fait penser à ma bande dessinée qui m'a permis
vraiment de revenir aux fondamentaux de ce que c'est la vie politique et la vie démocratique, parce que je travaille avec une chercheuse en sciences politiques, j'ai travaillé avec une chercheuse en sciences politiques sur ma BD. En fait, les cadres démocratiques, les institutions, elles sont là pour la paix. Et les différents partis politiques existent pour qu'il puisse y avoir un dialogue à se faire entre des personnes qui ne sont pas d'accord, mais pour qu'elles puissent échanger de manière pacifique. Donc je pense que cette idée de paix et l'idée de comprendre comment fonctionne la vie démocratique est très liée. Bah oui, tout à fait, c'est le vivre ensemble. Merci beaucoup, Lucie Lemoine. Si vous voulez bien, on va regarder ensemble aussi, j'en profite, je vous ai avec moi, je ne peux vous quitter. On fera une BD sur chaque thématique. C'est l'heure de Souvenirs d'écoliers et cette semaine, Malika Ménard reçoit Alex Good. L'animateur lui a raconté sa vision de l'école de demain. Regardez. L'école de demain, pour vous, c'est quoi ? Bah écoute, déjà c'est un truc où on est plus branché sur le numérique parce qu'on s'est aperçu quand même avec la crise du Covid qu'on était un peu largué. Tu vois, je te prends l'exemple de mon fils. Aux US, lui, il était encore en maternelle, il avait déjà sa tablette. Ok, mais il y a quoi sur la tablette ? Un logiciel où il avait ses profs en direct. Okay. Il peut écrire à ses profs, il suivait les cours en vidéo. Il avait 5 ans à l'époque, tu vois. Donc c'est comme si nous, à la maternelle, on avait déjà des tablettes, ce qui n'est pas le cas. Et je pense objectivement que... on est quand même de plus en plus vers le numérique. Donc bien pousser ça, évidemment. Et je te dis, j'aime beaucoup quand même la mentalité qui est de se dire, qu'est-ce qu'il aime, on va essayer de lui faire ça. Je trouve que nous, tu vois, les cours, ça peut être... on a beaucoup d'heures de cours dans la journée. En fait, je crois qu'on est le pays avec le plus d'heures de cours ce qui paraît, dans la journée pour les élèves. Donc peut-être qu'on peut un peu réduire les heures et mettre, comme aux US, tu vois, des activités qu'ils aiment bien, quoi. En tout cas, tu vois, moi, mon fils, ils lui ont fait faire tout et n'importe quoi. Il a essayé le kung-fu, le tennis, le football, le badminton, le baseball. Ils font essayer les choses. Les gamins, ils aiment bien. Et bien, ils continuent. Ils n'aiment pas, ils arrêtent. Et puis, on y revient après, tu vois. Donc, c'est juste ça que je trouve qu'il pourrait être un petit peu mieux si on faisait ça, quoi. Et la tablette, ça veut dire quoi ? Faire tous ces cours sur tablette ? Non, déjà, ça t'évite d'avoir le dos explosé parce que tu as 14 bouquins de 2 tonnes. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, quand même, on peut trouver des versions numériques de tout, ce qui est pas plus mal. Tu vois, mon fils, il va à l'école, il a juste la tablette dans son sac et that's it, quoi. C'est plus les bouquins que nous, on a pu connaître. Tu sais, on était on avançait. Donc, de toute façon, faut que tu y viennes. Mais le problème, c'est que le numérique, c'est pas que le numérique. C'est-à-dire que c'est sympa d'être sur le numérique, mais il faut travailler aussi l'interactivité. Et ça, c'est évidemment, ça prend du temps. On s'est aperçu avec le confinement qu'on était un peu à la bourre. Et le ministère et tout le monde travaille dans le sens pour qu'on vienne de plus en plus. Parce qu'il ne s'agit pas de dire aux enfants, voilà, vous avez votre cours sur votre tablette. S'ils peuvent rien faire, c'est pas très fun. S'ils peuvent interagir, souligner des mots, répondre à des questions, même faire des petits jeux interactifs parce qu'ils sont hyper familiers avec les jeux vidéo, maintenant, tu as des jeux vidéo intelligents. Donc, profitons-en, quoi. Vous êtes également une personnalité engagée ? Ça m'arrive, oui. Sur plein de sujets, d'ailleurs. Notamment contre l'homophobie, les discriminations. Contre la différence en général, parce que c'est vraiment un truc qui m'exaspère. Tu vois, on le voit encore dans le monde qui nous entoure en ce moment, qui est quand même pas le monde le plus fun de la galaxie. Je ne supporte plus la haine de l'autre ou la peur de l'autre qui devient la haine de l'autre. Tu vois, c'est un truc qui m'exaspère. Je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, en 2022... ça commence par là, alors, à l'école, éduquer les enfants. Bien sûr, ça commence par l'éducation à l'école, lui, il est un peu plus gros que toi, mais c'est sa vie. Lui, il est noir, c'est sa vie. Lui, il est arabe, c'est sa vie. Lui, il est bègue, c'est sa vie. Lui, il est pédé, c'est sa vie. Tu vois, mais on n'en fait pas assez pour éduquer nos enfants ? Ah bah non. Non, mais ça, c'est sûr. Mais après, c'est aussi aux parents, je pense, d'éduquer. Tu vois, c'est pas que l'école. On peut pas tout mettre sur le dos de l'école tout le temps, quoi. Le problème, c'est que tu vois, de génération en génération, j'espère qu'on s'ouvre un petit peu plus. Mais bon, il y a plein de moments où c'est pas vrai. Et c'est difficile quand tu as l'enfant aussi. Si tu as un message de tes parents toute la journée qui disent « Ah, lui, il est pas bien, de l'accepter. Donc, je pense que l'école a son rôle. Il faut pas tout mettre sur le dos de l'école, tu vois. Les parents aussi ont un rôle. Les parents qui, pendant le confinement, sont bien aperçus qu'être prof, c'est pas facile d'ailleurs. Donc, j'espère que ça permet d'éveiller les consciences et de se rendre compte qu'on a tous un rôle, tu vois. C'est déjà la fin de cette émission. Oui, non, mais ça va hyper vite. Et oui, parce que vous parlez beaucoup. C'est un truc de fou. Non, mais je parle pas beaucoup. Je crois pas. Merci beaucoup, Alex Good, d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Alex Good, il est parfait. On embrasse évidemment Malika aussi. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Large sur les conditions de détention des mineurs. D'abord parce qu'ils sont détenus dans des conditions qui ne sont pas prévues pour eux.
La plupart sont détenus dans des quartiers pour mineurs de maisons d'arrêt, dans lesquels il y a essentiellement des majeurs, évidemment. Ils sont censés ne pas les croiser, mais notamment au moment de la promenade. Ils sont censés ne pas les croiser, c'est même un impératif, mais effectivement, lors de la promenade, il arrive qu'ils se croisent, ou bien simplement, si je prends le cas de Fleury-Mérogis, que je connais bien, ils sont un étage leur est consacré, mais au-dessus et en dessous, donc ça il y a des majeurs, et effectivement, ils passent leur temps à la fenêtre. Et donc, il y a une espèce d'emprise qui peut s'opérer sur ces jeunes. C'est la raison pour laquelle les adultes ne sont pas censés croiser ces mineurs. Et puis, il y a des établissements spécialisés quand même, quelques-uns. Alors, effectivement, il existe 6 EPM, s'il est un établissements pénitentiaires pour mineurs. Qui étaient censés, donc ça c'est pareil, c'était créé en 2002, et ils étaient censés progressivement remplacer les quartiers pour mineurs, parce qu'effectivement ils sont bien mieux adaptés à ces jeunes, il n'y a que des mineurs dans ces quartiers, dans ces établissements. En réalité, ça a entraîné surtout une augmentation de l'incarcération des jeunes, puisqu'il n'y a pas eu moins de mineurs en quartier pour mineurs. Et la dernière création sont les centres éducatifs fermés. Alors là, les centres éducatifs fermés, toujours 2002, ça se veut des centres qui sont une alternative à l'incarcération, c'est-à-dire que ce ne sont pas des prisons. Mais là encore, au départ, c'était réservé à des jeunes qui étaient multirécidivistes. De plus en plus, c'est ouvert à des jeunes qui sont dans la première démêlée forte avec la justice. Et puis, ça s'apparente de plus en plus à des maisons, enfin des prisons en fait. Mais, sauf qu'à l'intérieur, ils sont encadrés par des éducateurs de la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse. Mais il n'y a pas de surveillant, mais c'est peut-être l'une des seules différences, parce qu'ils ne peuvent pas sortir et rentrer comme ils veulent. Donc il s'agit bien d'un enfermement. Andy, quelle est la place de la compétition à l'école? Est-ce que c'est ancré dans les mentalités, et cela dès le plus jeune âge? Ah oui, c'est vraiment... ça a changé depuis des années, là. Auparavant, quand on avait de bonnes notes, quand on était bon élève, on pouvait aller à l'université, pas de problème. Mais maintenant, il y a beaucoup de compétition. Même pour entrer dans notre école, l'Université de Delaware, c'est difficile. Il faut non seulement être bon élève avec de bonnes notes et avoir passé le SAT, c'est notre examen, avec de bonnes notes aussi, mais il faut être plutôt un touche-à-tout. Hein. Il faut avoir du sport, jouer de la clarinette, avoir fait des projets, etc. Donc on cherche quelqu'un qui est plus épanoui, disons, parce qu'il y a trop de compétition pour entrer dans les bonnes universités. Esther Sina, c'est-à-dire qu'il faut non seulement avoir une tête bien faite, mais en plus il faut à côté être irréprochable, j'entends sur le domaine de l'extrascolaire, ou même être président ou présidente d'une association? C'est ça, en fait, ce que recherchent les universités, c'est vraiment des personnalités. Donc il faut faire du bénévolat, il faut diriger une association, par exemple le journal de l'école, et il faut montrer qu'on sera une valeur ajoutée pour l'université, et ce n'est pas juste ces résultats qui comptent. Quand vous parlez de numérique responsable, pour vous, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire responsable par rapport à ce qui nous entoure, donc la planète. Donc, nous, par exemple, on a développé énormément de choses qui sont disponibles hors connexion. Donc, on pousse vraiment dans ça. C'est responsable aussi dans ce qu'on publie. Donc, c'est responsable dans le comportement qu'on a et dans l'attitude. On a une communauté d'1 million de membres. Donc, c'est le respect, c'est cette responsabilité qu'on a au cœur des contenus. Donc, c'est une responsabilité de toutes parts, une responsabilité parentale pour nous aussi sur les jeunes. Voilà, nous, on ne fait rien avant l'âge de 3 ans. Et on pousse, on avait des choses pour les maternelles. Je dis une bêtise, d'ailleurs avant le primaire, on est aussi pour un numérique responsable dans le sens où on pense que tout le monde ne peut pas y accéder. Ouais. Il y a des âges où c'est trop tôt, c'est tout. Je vais vendre la mèche, vous avez été enseignante en sciences économiques et sociales. Nous, on présente très souvent, à mal le fait, les programmes tels qu'ils sont écrits dans les textes. Est-ce que l'actualité, vous l'utilisiez comme prof de SES ? C'est l'intérêt de cette matière. C'est ça. L'intérêt du côté enseignant d'abord, parce que comme ça permet de renouveler ses cours, et puis de faire le lien entre le programme et justement le monde dans lequel ces jeunes vivent. Et donc plus on relie à l'actualité, plus ça prend du sens pour eux. Et donc ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est ce que mention très bien, Madeline. Oui, c'est parfait. Quelle est la politique scolaire au final, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur aux États-Unis, on rappelle qu'il y a les politiques scolaires qui s'élaborent, l'une qui tend à offrir de l'égalité des chances, et puis il y en a une autre qui vise à créer une élite. Est-ce que les États-Unis ont réussi à choisir, ou est-ce qu'ils voguent année après année, ou plutôt décennie après décennie, selon j'imagine les présidents, entre telle ou telle option ? Il y a toujours cette tension, effectivement, et ce ne sont pas tellement les présidents en fait, qui marquent le changement, puisque cette échelle fédérale n'est pas
la plus pertinente en question d'éducation. Donc ça dépend des États, ça dépend même des districts scolaires. Les deux grandes directions qu'ont pris les États-Unis en matière d'éducation, c'est la standardisation des tests. Donc on parlait des SATs. Oui. Donc ces tests qui sont quand même d'envergure nationale, et la privatisation, donc avec les charter schools, les écoles privées, et donc ces politiques de choix, pour que les parents puissent choisir. Bon, certains parents ont plus de choix que d'autres, bien sûr, l'école dans laquelle se rendent leurs enfants, et on se retrouve, c'est pour ça, avec des trajets parfois très importants pour se rendre à l'école choisie par les parents. Andy, est-ce que les États-Unis sont toujours tiraillés justement entre ces deux choix, ces deux optiques, entre l'égalité des chances, l'école pour tous d'un côté, et peut-être la création d'une élite, puisqu'on sait que l'éducation est fondamentale et que les Américains sont très compétitifs? Oui, c'est vrai. C'est le fait que maintenant, on a les écoles privées, on a les écoles publiques, on a les charters. Donc, je trouve, à mon avis, que c'est les parents qui sont plus aisés, disons, qui ont plus de possibilités, parce que un parent qui travaille de job n'a pas le temps de faire tout ce qu'il faut faire pour entrer dans le charter, qui est la meilleure école. Donc, c'est hyper compliqué, exactement comme ça. Et justement, vous êtes lancé dans un challenge avec des lycéens et des lycéennes. Ce challenge, c'est celui d'éduquer à la consommation durable. Ça passe aussi par des vidéos sur TikTok, justement. Choisir un téléphone reconditionné, oui, mais pourquoi? Regardez. Choisir un téléphone reconditionné, leçon numéro 1. Ah, salut, je suis le téléphone que t'as commandé pour le Black Friday. Alors, excuse-moi, parce que là, je suis totalement en jet lag, j'arrête pas de prendre l'avion, je sais même pas par quel pays je suis passé. Salut, moi aussi je suis un téléphone, mais j'ai juste fait un petit séjour de reconditionnement à Saint-Malo. Quoi? S'il a vu trop de pays, c'est pas forcément bon signe. Quel bon plan? Des produits reconditionnés et responsables. Saint-Malo. Choisir un téléphone reconditionné, leçon numéro 17. Salut, je suis le téléphone que t'attendais. Excuse-moi du retard, je suis totalement en jet lag. Je sais pas si tu connais jet lag, parce que là moi je fais tous les aéroports du monde en ce moment, je suis perdu. Tu vois, la semaine dernière j'étais à Pékin, à moins que ça soit à Dubaï ou à New York, je sais pas. Salut, c'est qui lui? Moi aussi je suis un téléphone. Tu veux savoir si j'ai déjà voyagé? Alors oui, une fois. C'était un petit séjour de reconditionnement à Saint-Malo. Oh le tocard, Saint-Malo. Pourquoi lui? S'il a vu trop de pays, c'est pas forcément bon signe. Quel bon plan? Des produits reconditionnés et responsables. Il prend pas l'avion, il fait attention à son bilan carbone. Ah oui, je suis garanti 1 an aussi. 1 an? C'est impossible. En fait, t'es parfait, c'est ça? Alors, grand débat sur ce plateau, suite à cette campagne, évidemment, qui nous amuse beaucoup, qui nous apprend aussi énormément de choses. On a à peu près le même cas de figure sur un appareil qui a fait 5 fois le tour de la planète ou pas pour être reconditionné, mais pas la même, forcément, fin ou raison pour laquelle se tourner vers le reconditionné à la fin. En fait, il y a plein de bonnes raisons de se tourner vers le reconditionné. Une de ces raisons, c'est effectivement que aujourd'hui, pour la pression des marketplaces à livrer vite pousse les reconditionneurs étrangers, en tout cas, à envoyer les produits en colis individuels. Dans des avions, donc l'impact carbone en fait de ce type d'approvisionnement est terrible. On a énormément de téléphones en France. Pourquoi en importer d'autres? Parce qu'on a déjà beaucoup de téléphones à reconditionner en France. Ensuite, il y a la qualité du reconditionnement qui est opéré, qui est en question, parce que nous, la différence de Quel Bon Plan, c'est vraiment d'aller contrôler nos reconditionneurs. D'ailleurs, le gouvernement a communiqué récemment sur une loi qui va passer sur tous les mots qu'on utilise, en tout cas, pour certifier les téléphones reconditionnés. Parce qu'en fait, l'utilisation du COM9 va être contrôlée, par exemple, du mot COM9 va être contrôlé. Ce genre de choses, quoi. Merci encore d'avoir été avec nous, Lucie Lemoine. Je rappelle, l'élection présidentielle, Les enfants passent à l'action, BD aux éditions Milan, avec Tom Oreille, illustrateur de cette BD absolument géniale. C'est la fin de ce grand JT. C'est triste. On se retrouve ? Oui, mais je veux la BD en revanche. Ça, je ne sais pas, il faut demander à Lucie. Je peux ? Bien sûr, avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Vous pouvez évidemment retrouver l'émission sur le site internet schooltv.com, sur les Freebox, canal 247. Merci à toute l'équipe formidable de School TV. Et à lundi. Ciao.